Bonjour à tous, avant de vous laisser avec ce nouvel épisode d'Arcanum Fabulas, sachez que vous pouvez désormais nous retrouver sur Instagram. C'est avec plaisir que nous échangerons avec vous. À très bientôt. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 4. On raconte, dans une ancienne légende, qu'au moment où la mort croise notre destinée, elle est précédée par des chanteuses dont le rôle est de nous envoûter pour que nous acceptions sans peur et sans réticence de nous laisser tirer hors de la vie. Ces chants presque magiques que nous entendons au moment fatal permettent à la mort d'approcher sans que nous la remarquions. Le chant des Dames de la Mort. Épisode 1. La première Dame de la Mort. C'est une de ces histoires étranges, aux racines ancrées dans la réalité et au sommet flottant avec l'imaginaire. Un de ces récits fantastiques où se côtoient le meilleur ou le pire, le bien et le mal. C'est une légende qui nous raconte la mort. La forêt était enneigée. Aucune trace de pas ne marquait le sol blanc. Aucune trace de vie et de chaleur ne luttait contre le vent glacial. Quelques flocons tombaient lentement et le froid violent régnait. Et puis, il y eut un cri, transperçant le silence, un hurlement de femme qui souffre. Il s'échappait d'une petite grotte encastrée dans une falaise, semée par erreur au milieu de cette étrange forêt. La femme était grande et belle, avec de longs cheveux noirs. Elle était allongée, nue, à côté du feu qui brûlait dans la grotte. Ses deux seins superbes pointaient vers le ciel. Elle avait les pieds repliés sous ses fesses et les jambes écartées. Son ventre tout rond s'apprêtait à donner une nouvelle vie. Un second cri vint accompagner celui de la femme, ou plutôt le remplacer. Les pleurs de l'enfant qu'elle venait de mettre au monde témoignèrent que l'accouchement s'était bien passé. Elle eut un léger sourire et ramena le bébé vers elle. Mon fils, dit-elle, que de grandes choses t'attendent, toi qui n'aurais jamais dû exister. Doit-on disait que la naissance était impossible. Combien de prières ai-je dû adresser aux dieux? Combien d'explications de mes buts ai-je dû leur donner? Mais tu es là aujourd'hui. Mon Dieu, il te faut un nom. Je dois te trouver un nom. La jeune femme ferma les yeux pour réfléchir. Il n'y a qu'un nom pour toi, un seul que je puisse te donner. Paradoxe. L'enfant, qui venait de se calmer, parut intrigué par le collier que sa mère portait autour du cou. Il tendit ses mains pour jouer avec. C'était un petit collier en argent, avec un pendentif représentant deux faux entrecroisés. Paradoxe fit son premier sourire.
Je ne sais combien d'années s'écoulèrent. Dans les mondes magiques, le temps n'est pas le même. Une chose était certaine, c'était l'été, un dimanche d'été. La petite église était pleine. À la place d'honneur, il y avait le Seigneur et sa famille, et dans le reste de l'église, le reste de la population. Comme chaque dimanche, la messe se terminait par des chants, et comme chaque fois, la voix merveilleuse de Margot s'envolait par-dessus toutes les autres. C'était une adolescente de 17 ans, aux cheveux châtains et aux yeux clairs. Fille d'un paysan du village, elle excellait dans le chant. Sa voix était pure et puissante. Elle savait la faire douce pour caresser ou forte pour frapper. Quand elle entamait un chant, très vite, le reste de l'assemblée se taisait pour l'écouter, et tous se sentaient transportés. Sans doute, Jean l'écoutait plus que les autres. Il la regardait également, elle la trouvait sublime. Bientôt, elle deviendrait son épouse, et lui seul entendrait sa voix. L'après-midi de ce même dimanche, tout le village était retourné au champ. Les hommes, naturellement, mais également les femmes et les enfants en âge de le faire. Jean et Margot travaillaient côte à côte, ne manquant jamais une occasion de se jeter un regard complice. Quand le labeur serait terminé, que chacun regagnerait le village, il s'éloignerait quelques instants, irait dans le sous-bois et, avec ses mains, Jean apprendrait à dessiner toutes les formes du corps de Margot. Ce moment, il l'attendait du lever du jour au coucher du soleil. Chaque instant, ils y pensaient, et chaque fois, ils y prenaient un plaisir coupable. Pourtant, ce soir-là, leur escapade prit une tournure inattendue. Le soleil avait commencé à décliner sur l'horizon, mais comme c'était l'été, il faisait encore jour et la luminosité du sous-bois était toute particulière. Margot était face à Jean, leurs regards s'attiraient, construisant un mur à droite et un mur à gauche, au-dessus et en dessous. Dans cet étrange couloir irréel, il n'y avait que leur visage, leur parfum et leur sourire. Margot laissa glisser sa robe le long de ses bras, découvrant lentement ses seins, puis l'habit continua à descendre lentement, jusqu'à rendre apparent le sexe de la jeune fille, qui bientôt se retrouva nue au milieu du bois. Jean laissa ses mains monter et descendre le long du corps de sa partenaire. Il ne la quittait pas des yeux. « Chante pour moi », lui dit-il. Et la jeune fille se mit à murmurer les paroles latines d'un chant religieux. Elle ne connaissait rien d'autre, mais sa voix suave en fit une caresse qu'elle ne destinait qu'à son amant. La mélopée emplit lentement tout le sous-bois, jusqu'à ce qu'un bruit vint l'interrompre. « Au secours !» criait une voix d'homme à quelques mètres de là. Les murs qui les entouraient s'écroulèrent d'un seul coup, et les deux amoureux furent à nouveau au milieu de la forêt. Margot remonta sa robe, et Jean se dirigea vers l'endroit d'où provenaient les appels. Derrière un fossé, il trouva un jeune homme blessé. Il avait les cheveux noirs, un visage avenant bien que déformé par la douleur. Ses deux yeux bleus fixaient Jean avec un air suppliant. Il eut juste le temps de dire avant de perdre connaissance « Je vous en prie, aidez-moi ». La famille de Margot était celle dont la ferme était la plus proche du bois. C'est là que fut conduit le jeune inconnu blessé. En regardant la façon dont il était habillé, le père de Margot conclut qu'il s'agissait sans doute d'un noble, et d'un noble puissant. Il pensa donc qu'il lui fallait avertir le château, et il partit immédiatement. Margot et sa mère dévêtirent le malheureux et pansèrent la blessure qu'il avait sur le côté gauche. À l'aide de compresses humides, la jeune fille lui épongeait le front qui était trempé de sueur. Une heure plus tard, le seigneur du château voisin revenait avec le père de Margot. « A-t-il repris connaissance » demanda le gentilhomme. « Non, répondit Margot, mais en le déshabillant, nous avons trouvé ceci. » Et elle lui tendit une petite médaille sur laquelle était gravé un aigle qui tenait dans chacune de ses serres une fleur de lys. Le seigneur devint blême.
Les armes du vice-roi Morimer de Kolkevech. Il faut l'emmener au château. Et toi, dit-il en s'adressant à Margot, tu le veilleras jour et nuit. La chambre du château où avait été emmené le blessé était la plus belle pièce de la vieille bâtisse. Elle était spacieuse et possédait une antichambre presque aussi grande que la ferme des parents de Margot. C'est là qu'elle put installer sa couche. La nuit parut interminable à la jeune fille. Régulièrement, elle allait auprès du malade, voir comment il se portait. Vers 6 heures du matin, il se mit à bouger et reprit lentement connaissance. En ouvrant les yeux, il vit Margot. « Un ange !» s'écria-t-il. « Alors je suis mort !» La jeune fille fut flattée par cette réflexion. L'espace d'une seconde, elle hésita à démentir, puis finalement « Monseigneur, je ne suis que votre servante. Vous êtes au château d'Hérémine. Le comte d'Hérémine est votre hôte. Je m'en vais le quérir. » Elle revint quelques instants plus tard avec le seigneur et toute sa suite. « Alors, gentilhomme, vous revenez enfin à vous ? J'en suis fort aise. Nous allons enfin savoir à qui nous avons affaire. »« Seigneur, dit le jeune homme en se redressant sur sa couche, je suis Paradoxe de Kolkevech, le fils du vice-roi. »« Tiens, s'étonna le seigneur, je ne savais point que le vice-roi avait un fils qui plus est aussi âgé. Il est bien étonnant pour un seigneur du royaume de ne pas connaître parfaitement la deuxième famille du pays. » La remarque lancée avec une once de dédain vint frapper le visage du comte comme une gifle magistrale, une erreur impardonnable qu'il chercha à corriger en quelques bafouilles incohérentes. Puis il reprit enfin. « Effectivement, il me semble maintenant avoir déjà entendu parler du jeune fils du vice-roi, conclut le seigneur. Soyez le bienvenu sur mes terres, Altesse. Commandez et vous serez obéi. Eh bien, cher vassal, figurez-vous que j'ai été attaqué par une bande de mercenaires montés sur de grands chevaux noirs et coiffés de casques en forme de tête de mort. J'ai pris peur qu'il soit à la solde du royaume voisin avec lequel nous n'entretenons pas de bonnes relations. Je pense qu'il serait bien que vous les fassiez chercher. Ceci est ma première exigence. J'aimerais de plus, et surtout, que le jeune ange que j'ai aperçu tout à l'heure, à mon réveil, continue à s'occuper de moi, car ma convalescence risque d'être longue. » Dans le coin de la pièce, Margot rougit. Paradoxe était un jeune homme charmant, au regard profond et au sourire tendre. Il traitait Margot avec énormément de gentillesse, et, contrairement au seigneur des lieux, sur un pied d'égalité. Et il y eut l'inévitable conséquence. C'était un soir, la pièce était faiblement éclairée de quelques bougies éparses. Margot entra avec le dîner du malade. En la voyant arriver, Paradoxe se redressa. « Vous êtes toujours aussi belle, lui lança-t-il. Elle ne répondit rien et rougit. « Approchez, insista-t-il. La jeune femme s'exécuta. Il lui saisit les bras et la tira vers le lit. De sa main droite, il enleva sa ceinture qui retenait la robe, et il la fit glisser le long de son corps. Bientôt, elle se retrouva nue au milieu de la pièce. Margot ne rougissait pas. Elle laissait Paradoxe prendre l'initiative. Elle le fixait avec ses yeux brillants. Le jeune prince s'affairait. Il caressait le visage de sa compagne très tendrement, en plongeant dans son regard. Puis ses doigts descendirent le long des bras de Margot, avant de se rapprocher pour frôler ses seins. Lentement, ils atteignirent le sexe qu'ils caressèrent également. Prise d'un plaisir soudain, elle crut défaillir et se laissa tomber sur le lit où Paradoxe la rejoignit. Un mois s'écoula. Paradoxe était quasiment rétabli, mais il ne semblait pas décidé à abandonner sa nouvelle compagne, avec laquelle il entretenait une relation de plus en plus intime. Ce jour-là, comme tous les autres depuis les 2 dernières semaines, ils se promenaient ensemble dans le sous-bois. Dès qu'ils se trouvaient à l'abri des regards indiscrets, ils se prenaient la main, échangeaient quelques baisers et des caresses. Mais aujourd'hui, Margot semblait inquiète, et Paradoxe, qui sentait que quelque chose n'allait pas, l'interrogea. « J'ai peur, lui répondit-elle, que Jean, mon fiancé, ne se doute de quelque chose. Il a énormément changé depuis quelque temps. »« Ce n'est pas lui qui a changé, mon ange. C'est toi qui te détaches de lui pour te rapprocher de moi. » Non, il n'y a pas que cela. Il devient de plus en plus agressif. Il me demande des tas de choses. Sur toi, je suis sûr qu'il sait et qu'il projette de se venger. J'ai peur qu'il ne s'en prenne à toi, mon amour. Mais tu es folle. Je suis le fils du vice-roi. Comment un paysan oserait-il me défier? Comme cela, fit en écho une voix venant de derrière eux.
Tous deux se retournèrent, surpris, et virent Jean debout, au milieu du sous-bois, armé d'une pioche. Paradoxe, qui n'avait pas son épée, tenta de le calmer, de le ramener à la raison, mais rien n'y fit. Jean levant sa pioche et se précipita sur le jeune homme, qui esquiva le premier coup, mais n'eut pas d'autre solution que de s'enfuir pour échapper au suivant. Jean se lança à sa poursuite. Margot les suivait en implorant son fiancé de se calmer. Paradoxe trébucha et s'étala de tout son long. Jean leva son arme et s'apprêta à frapper. Les cris de Margot ne semblaient pas pouvoir arrêter le jeune homme devenu fou. La pioche avait déjà entamé sa course vers le cœur de Paradoxe lorsqu'un petit bruit furtif résonna. Quelque chose ébranlèrent et une flèche vint se planter dans le bras de l'agresseur qui lâcha son arme. 4 chevaliers, montés sur de grands étalons noirs d'une beauté et d'une puissance étonnante, contemplaient la scène. Leurs casques avaient la forme inquiétante d'une tête de mort, et l'un d'eux tenait dans sa main un arc. Un autre, qui semblait être le chef, prit la parole. « Je suis désolé, le gueux, mais Paradoxe de Kolkevitch est notre proie. Il nous a échappé une fois, mais ne nous échappera pas cette fois-ci. » Jean abandonna et s'enfuit sans demander son reste. Le chevalier s'approcha de Paradoxe qui venait de se relever. « Je n'ai rien pour vous échapper aujourd'hui, dit ce dernier. »« Effectivement, répondit le chevalier. Il leva son épée et transperça le jeune homme qui s'écroula sans vie. Puis la troupe disparut aussi rapidement et aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Margot, qui était restée en arrière, se précipita sur le corps du jeune prince pour tenter de saisir son dernier souffle. Elle s'écroula sur sa poitrine ensanglantée et se mit à pleurer. Paradoxe utilisa ses dernières forces pour caresser sa compagne. « Je souffre, Margot, dit-il. Chante pour moi, aide-moi à mourir, comme on s'endort par un chant apaisant. Ici, je n'entends que des cris insupportables. » La voix pleine de larmes, Margot entama une chanson tendre pour accompagner son prince amoureux. Un brouillard enveloppa la forêt subitement. Margot ne le remarqua pas. Elle continuait à chanter. Elle ne remarqua pas non plus la femme qui se détachait du brouillard et s'approchait d'eux. « Qui êtes-vous » dit-elle surprise en la découvrant d'un seul coup. « Tu ne t'en doutes pas » répondit la femme. « Non, je suis la mort. Je suis venue chercher celui pour qui tu chantes. Je vous en supplie, laissez-le. Je sais que vous en avez le pouvoir. »« Que je le laisse ? Mais pour quelle raison ? » ?»« Parce que je l'aime. Parce que tu l'aimes. » La mort se mit à rire. « Que m'offres-tu si je le laisse ?» « Ce que vous voudrez. Je ne veux qu'une chose. Dites-moi, c'est oui d'avance. » Chaque fois que je viens chercher quelqu'un, il n'entend que des cris, il refuse de m'accompagner, il a peur. Je t'ai entendu chanter tout à l'heure. Si tu acceptes de me servir, je t'enverrai chanter à l'oreille de chacune des personnes que je devrai prendre. Tes berceuses les aideront à s'endormir pour passer le seuil et me rejoindre. Ils m'accepteront plus facilement. Deviens dame de la mort pour l'éternité, et Paradoxe suivra. Accepta, et la mort s'approcha et lui embrassa le front. Le brouillard se dissipa. La forêt était sereine, et il n'y avait plus que Paradoxe allongé et la mort qui se penchait dessus. Elle caressa sa blessure, celle-ci se cicatrisa, et le jeune homme ouvrit les yeux. Il vit, près du sien, le visage de l'ultime vengeresse, sentit son souffle et eut un sourire en découvrant le bijou représentant 2 petites faux entrecroisées qui pendaient à son cou. « Mère, dit-il, tout s'est passé comme tu le souhaitais ? » ?»« Oui, mon fils. J'ai recruté ma première dame de la mort, mais il m'en faut d'autres, beaucoup d'autres. Il y en a une dans un village au nord. Il faut que tu t'y rendes. Nos chevaliers à tête de mort t'y attendent. » Plus personne n'entendit jamais parler de Margot.